Please be seated. Yes, please. Le président, allez-y, Monsieur Tiger. Merci, Monsieur le Président. Avant de lever l'audience, j'avais mis en regard les affirmations selon lesquelles il y avait des instructions en ce qui concerne le traitement des cross-matérialisments et la politique d'impunité. Les résultats de cette politique dictée par Karadzic et ses ministres était l'absence de poursuites contre les Serbes coupables de crimes de masse contre les musulmans et les Croates. Et cela est évoqué au paragraphe 535 à 566 du mémoire de l'accusation. Cette absence d'action existait à tous les niveaux, au niveau local, en tant que chef de l'SGB de Cluj, Vinko Kondic a présenté un rapport au CSB de Banja Luka sur l'inaction de la SGB par rapport à des crimes monstrueux contre les non-serbes. Citation. La raison, c'est que si ces crimes étaient révélés au grand public compte tenu du contexte politique international, il existe une pression. Donc, si ces crimes devaient être rendus publics, il existerait une pression importante de la communauté internationale et à un moment totalement inopportun. La politique de Karadzic créait un environnement d'impunité qui encourageait la mise en œuvre de l'objectif criminel commun. Selon Djeric, si vous aviez puni ce qu'il fallait punir dès le début, eh bien, plus tard, des choses ne se seraient pas produites, des choses plus graves. Et ça, ce sont les termes ou les propos de Djeric s'adressant à l'accusé au tribunal T27999. La défense estime que l'absence de poursuite de Serbes pour des crimes contre les non-termes était le résultat des difficultés extrêmes de la justice militaire, qu'il n'y avait pas de discrimination ethnique, que le système judiciaire était impartial et indépendant, qu'il n'y avait pas de pression ni individuelle ni du fait de la politique de l'État. Aucune de ces affirmations ne résiste à l'examen. Premièrement, d'une manière générale, à part, ou à exception faite d'une approche ethnique sélective vis-à-vis des auteurs individuels et des victimes, l'absence de volonté systémique de poursuivre des crimes massifs contre les non-serbes par la VRS est reflétée par la suspension des dispositions ou par l'ignorance totale et le non-respect total des dispositions habituelles lorsqu'il s'agit de tels crimes, sauf lorsqu'il s'agissait de non-serbes. Le témoin de la défense, Todorovic, a reconnu cela lorsqu'il a été interrogé après avoir, dans un premier temps, dit le contraire. Il n'y a pas eu d'affaires dans lesquelles des tribunaux militaires de la VRS ont poursuivi des soldats de la VRS pour des crimes de guerre contre les civils en vertu de l'article 142 T 34076 en débit du fait que de telles poursuites aient été engagées contre des non-serbes. P 3607 page 21, 23, 38. Selon Karadzic, je cite, nous ne mettions pas notre armée en utilisant des mesures disciplinaires ou des punitions draconiennes, car chacun de nos soldats s'imposait la discipline seul en cherchant à mettre en place un État, ce qui lui donnait de l'enthousiasme en dépit du fait que la défense dise qu'il existait des conditions de difficulté extrêmes dans la justice militaire. La défense accepte que les tribunaux militaires ont reçu 33 000 affaires et en ont clôturé 12 000. En d'autres termes, le système judiciaire militaire fonctionnait. La défense évoque le rapport de Todorovic de 1995 et dit que la politique était de poursuivre avec rigueur les auteurs de crimes appartenant à la VRS. Toutefois, le rapport indique clairement qu'il s'agit de Serbes qui tuaient des Serbes. Et
Les références qui ont été omises par la défense révèlent la vraie préoccupation qui est l'effet négatif sur la préparation au combat causé par le fait que tant les auteurs que les personnes tuées ou blessées ne peuvent plus participer aux activités de combat. Et les préoccupations sont également liées au fait que des armes soient substituées à la VRS dès 1987, page 16. Donc la défense dit que, en ce qui concerne les enquêtes sur les crimes de la même manière, l'affirmation de la défense selon laquelle, en ce qui concerne les enquêtes sur les crimes de guerre, ne possède aucun biais ethnique en ce qui concerne l'identité des auteurs des victimes, eh bien, cette affirmation est contredite par un nombre important de preuves qui montrent que les autorités se concentraient surtout sur les crimes contre les Serbes. Dans son rapport d'avril-décembre, par exemple, le RS du MOUP a déclaré que l'accent mis par le travail opérationnel dans les CSB et CJB était de détecter les membres de l'armée ennemie qui avaient commis des actes de génocide contre les Serbes. Cela est un thème récurrent dans les documents du MOP tout au cours de cette période. Voir les pièces suivantes, P 2715 page 3, P 6240 page 3, P 2759 page 1, BD 1616, P 3302 page 67, P 6384 et cette approche est également mise en lumière par la création, par la présidence de la République Srpska, d'une commission d'enquête sur les crimes de guerre commis contre les Serbes en Bosnie-Herzégovine. Et cette démarche s'est poursuivie pendant tout le conflit. En novembre 1995, 4 mois après l'exécution sommaire d'hommes et de jeunes garçons dans la région de Zornik, Goran Mačar, responsable de l'administration pénale de la SJB de Bielnia, a ordonné au CJB de Zvornik d'intensifier les activités en ce qui concerne la préparation de dossiers pénaux contre les auteurs de crimes de guerre contre les Serbes. L'argument de la défense est également mis en échec par la faiblesse des éléments de preuve invoqués. Par exemple, au paragraphe 787, la défense déclare que des poursuites étaient engagées contre les membres de la VRS pour des crimes commis contre les non-serbes ou des prisonniers de guerre. Quelles sont les preuves invoquées? Un rapport du tribunal militaire de la République Srpska de septembre 1994 de Todorovic décrivant un incident dans lequel un soldat de la réserve a tué un prisonnier musulman et qui je cite, indique la détention était recommandée mais l'accusé n'a pas encore été interrogé. Dès 1995, page 5, si la défense cite une poignée de poursuites engagées contre des Serbes au pénal et dans les tribunaux aux civils dans les juridictions civiles et militaires contre des non-serbes, la défense ne parle pas des crimes de masse contre les non-serbes qui se sont produits lors de la purification ethnique et ils sont restés impunis. L'absence totale de poursuites à la suite des crimes commis en masse tant dans les tribunaux civils que dans les tribunaux militaires tant après pendant la guerre réfute l'argument de la défense pour défendre l'argument selon lequel il n'existait pas de climat d'impunité pour les crimes condamnés en Serbes, la défense déforme les propos tenus par Karadzic. Elle invoque d'abord sa déclaration devant l'Assemblée de 1994, mais elle ne précise pas qu'elle a été faite dans le contexte d'un débat sur des véhicules Golf volés et le marché noir. Le mémoire de la défense énumère les mesures proposées par Karadzic en 1995 afin d'intensifier la répression des délits pénaux, sans préciser une fois encore que aucune des plus de 1000 condamnations figurant dans le document ne portait sur des crimes de masse contre les non-serbes. Ce qui n'est guère surprenant compte tenu du fait que ce qui intéressait surtout Karadzic, c'était les crimes commis contre les forces armées et l'effet de l'impunité sur la préparation au combat, voire dès 1427, page 1. Au paragraphe 850, la défense affirme que le procès de Stankovic
à lui tout seul, est suffisant pour réfuter l'allégation de l'accusation selon laquelle les non-serbes se voyaient refuser l'accès au système judiciaire de la Republika Srpska. Donc que s'est-il passé à l'occasion du procès de Stanković après avoir tué l'un des notables de la communauté musulmane et avoir été libéré, comme cela est décrit dans le mémoire de l'accusation, paragraphe 564. Stanković a avoué avoir tué 2 civils musulmans supplémentaires et tenté d'en tuer 2 autres en août 1992, mais a été libéré avant son procès en février 1995. Après, malgré sa condamnation en octobre 1993, il n'a dû exécuter sa peine qu'après avoir tiré par accident sur 2 enfants serbes en septembre 1994, une situation que le témoin Todorović était bien en peine de concilier avec son affirmation de l'égalité de traitement. Compte rendu d'audience 34 086 à 87. La défense cite Todorović pour étayer la thèse selon laquelle la libération de l'accusé ne signifie pas la fin des poursuites. Dès 1986, paragraphe 14, mais au même paragraphe, Todorović déclare, je cite, « Toutefois, des personnes accusées de crimes graves qui représentent une menace pour la société, telles que le meurtre, restent en préventive jusqu'à la fin du procès. » Fin de citation. Comme indiqué dans le mémoire de l'accusation, paragraphe 565, si les charges contre certains Serbes libérés subsistaient, même des criminels récidivistes tels que Stanković, qui a avoué avoir tué des non-serbes, étaient libérés. Ces circonstances reflètent une claire discrimination basée sur la nationalité des victimes et que cela caractérisait ce système. De la même manière, la défense affirme que le pouvoir judiciaire était indépendant et n'était soumis à aucune ingérence. Eh bien, cet argument est mis en échec par l'ingérence de Karadzic dans le travail des tribunaux civils et militaires, en ce compris ses ordres au tribunal militaire suprême, que l'on peut voir au paragraphe 773 à 777, paragraphe 794 également. Et donc cet argument est également mis à mal par le fait que la défense elle-même insiste sur les interventions de Karadzic et de ses ordres. Et pour ce qui est des amnisties accordées par Karadzic aux membres d'associations et des buts hostiles, invoquées par la défense au paragraphe 784, celles-ci ne font que confirmer que les poursuites et l'emprisonnement étaient dès le départ sans fondement. En ce qui concerne la pression exercée sur le pouvoir judiciaire, contrairement à ce qu'affirme la défense, la pression selon laquelle la pression exercée sur les tribunaux judiciaires ne venait que des parents et amis des accusés ou des camarades de combat. Des pressions routinières exercées sur les autorités et l'influence exercée sur la justice sont démontrées par les observations factuelles d'un auteur de crime. La lettre de Kajtez à Verkez en avril 1994 qui indique que ces codétenus qui ont également tué des Badia des Ustashi sont acquittés et aidés par les municipalités. Le fait qu'une personne ayant elle-même avoué des crimes en masse de non-serbes s'attend à ce que les autorités prennent sa défense démontre combien de telles pratiques étaient répandues. Un autre exemple d'ingérence officielle dans les poursuites est la suspension des poursuites contre des soldats de la VRS soupçonnés d'avoir tué des dizaines de civils musulmans à l'école de Velagishi, en raison de l'intervention du vice-premier ministre de la Republika Srpska et du président de l'exécutif de la municipalité de Cluj. Fin de citation. P. 3616. L'affirmation de la défense sur laquelle cette intervention était un cas clair de force majeure dans lequel un état d'anarchie menaçait des autorités affaiblies, paragraphe 846, est mise en échec par des preuves attestant tout le contraire, à savoir des autorités civiles fortes et fonctionnant bien et coopérant avec les militaires. Cela se trouve dans le résumé relatif à Cluj dans notre mémoire. Et
Il y a un autre fait, bien le fait que jusqu'à présent, aucun des accusés de Velagici n'ait fait l'objet de poursuites jusqu'à présent. Le fait que les tribunaux cèdent quasi systématiquement à la pression pour ce qui est des poursuites relatives à des crimes contre les non-Serbes est une autre expression du fonctionnement effectif de la politique d'impunité des Serbes pour tels crimes édictés par Karadzic. Et pour la suite, il faut que nous passions avec l'eau partielle. Le président. Shall we move to private session, please? Nous pouvons passer en... Mr. Teague. Nous sommes en audience publique. L'accusation. Au paragraphe 889 et 895, la défense pose la question suivante. Je cite. Que savait le président Karadzic au sujet des affaires criminelles relatives à des crimes contre les non-serbes? Fin de citation, mais sa réponse est silencieuse en ce qui concerne les crimes massifs contre les non-serbes dont Karadzic était informé et qui sont restés impunis. Par exemple, 4 exemples de crimes bien connus dont avait connaissance Karadzic et qui ont été impunis sont les expulsions et les meurtres à Zvornik, le massacre à Korytsanske-Stijene, les expulsions de Volkan à Bijeljina et la détention de musulmans et croates dans toute la Republika Srpska. Zvornik. Premièrement, la défense affirme qu'il n'y avait aucune preuve selon laquelle le président Karadzic était informé des mauvais traitements ou des meurtres des musulmans de Bosnie à Zvornik, paragraphe 2843. Cette affirmation mensongère ignore des preuves claires selon laquelle Karadzic était informé au sujet des crimes de Zvornik dès qu'ils sont survenus, puisqu'il a réagi en disant que des choses terribles se produisaient en Bosnie et que tout le monde était coupable, voire paragraphe 31-33 du résumé Zvornik. La défense ne s'arrête pas à cette affirmation mensongère et indique que Karadzic avait été mis au courant des bruits selon lesquels les musulmans en Kozluk avaient été expulsés à la fin du mois de juin et a immédiatement demandé une enquête. Son enquête a déterminé que les musulmans avaient quitté les lieux de manière volontaire, ce qui disculpait les fonctionnaires locaux et ce qui montre ou ce qui montrerait qu'il s'est acquitté de son devoir de punir les auteurs. Ce qui est vrai, c'est qu'un examen approfondi de cet événement, qui va plus loin que s'expose le mémoire de la défense, parle éloquemment des enquêtes et de la répression des crimes contre les non-serbes. Les musulmans de Kozluk ont été expulsés le 26 juin, ce qui a déclenché des inquiétudes au niveau international et une enquête. 4 jours plus tard, Karadzic a participé à une réunion à Zvornik, pendant laquelle des représentants officiels de Zvornik lui ont fait savoir qu'ils avaient expulsé les musulmans de Kozluk et avaient mis en œuvre de façon réussie l'ordre de Karadzic de repeupler Kozluk avec nos enfants, entre guillemets. Karadzic a ensuite déclaré qu'il avait enquêté sur la question et avait déterminé que les musulmans étaient partis de façon volontaire. Comme je l'ai dit, cela vous montre tout ce que vous devez savoir sur ce comportement vis-à-vis des enquêtes sur les crimes et les poursuites pour crimes contre des non-serbes, ainsi que ces mensonges éhontés. Mais il y a plus encore. Korytsanske-Stijene. Comme nous l'avons décrit au paragraphe 521 de notre mémoire, au matin du 23 août, des nouvelles du massacre de Korytsanske-Stijene, qui avait eu lieu 2 jours auparavant, sont arrivées à Karadzic à Londres. Et je me réfère maintenant au paragraphe 554 et 555 de notre mémoire. Karadzic a envoyé le ministre de la Défense Subotic à Banja Luka, qui a coordonné le maquillage, qui a présidé les réunions avec les représentants officiels pertinents, qui s'est rendu sur les lieux pour superviser les efforts pour détruire toutes les traces du crime et qui a fait rapport à Karadzic. Les représentants officiels de la RAK et de la Republika Srpska ont donné des ordres standards d'enquêter qui n'ont jamais été mis en œuvre. La section d'intervention de la police a été démantelée. Ses membres sont envoyés en mission de combat à Han Piesak, alors que le chef de la police de Prietor, Drljača, a clamé haut et fort qu'il ne pouvait plus les atteindre, les contacter pour leur poser des questions. Les autorités
de la police, de l'armée, du judiciaire et des municipalités ont refusé de prendre la responsabilité pour cette enquête. Derlacha a été promu par les autorités de la République et a été récompensé par Karadzic, comme d'autres qui ont participé au meurtre et à la dissimulation. Plus d'enquête n'a été demandée, en tout cas pas avant 1999. Les autorités de Republika Srpska n'ont tenu personne responsable. D'après Avlijas, qui a participé à la réunion de Republika Srpska où étaient présents des hauts représentants officiels ainsi que ceux de Banja Luka, notamment Subotic, par rapport à Koričanske Stijene, je cite, toute l'ARS sait que ce sont des membres du SJB de Prijedor qui ont fait cela, commandés par Simo Derljača. Et on le savait le jour de la réunion. Si l'État avait bien fonctionné, Simo Derljača aurait dû être enfermé. S'il y a une responsabilité de supérieur hiérarchique dans un État qui fonctionne bien, cela ne fait aucun doute. Fin de citation. Compte rendu 35 187 à 88. Regardons à présent un autre moment où Karadzic a assuré prétendument à la communauté internationale qu'il enquêtait sur les crimes, alors qu'en fait il les soutenait et il fermait les yeux à leur égard. Comme nous le décrivons au paragraphe 531 et 533 de notre mémoire, en 1993 et 1994, M. Akashi, le HCR et le CICR ont soulevé la question des expulsions à Bijeljina à plusieurs reprises et directement. Et le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé ses préoccupations graves, et je cite, quant à la campagne de terreur persistante et systématique perpétrée par les forces serbes de Bosnie à Banja Luka, Bijeljina et dans d'autres régions. Fin de citation. Et il a exigé, je cite, que les autorités serbes de Bosnie cessent immédiatement leur campagne de nettoyage ethnique. Fin de citation. Plus précisément, comme nous le décrivons au paragraphe 556 et 557 de notre mémoire, ils ont remis en question Karadzic sur les crimes de Vojkan, qui a expulsé de force des milliers de musulmans, des civils du secteur de Bijeljina, pièce P 5423, page 2. Et lorsqu'ils l'ont fait, Karadzic a répondu que ces inquiétudes répétées n'étaient que de fausses assurances. Karadzic a répondu à la pression exercée par les Nations Unies qu'il avait pris des mesures pour identifier, arrêter et poursuivre les responsables. Cependant, plusieurs semaines après ces propos, Vojkan était toujours en action et les expulsions continuaient. Comme Akashi l'a fait remarquer le 20 septembre, je cite, « Bientôt il n'y aura plus personne à déraciner de force ». Fin de citation. Lors d'une réunion de mars 1995 du commandement suprême, dans le mémoire de l'accusation, nous avons référencé cela à tort comme ayant eu lieu au mois d'août, au paragraphe 558, Karadzic a expliqué clairement pourquoi Vojkan n'avait pas été arrêté ni puni. Après avoir expliqué que, et je cite, les musulmans qui restent sont une catastrophe pour nous, fin de citation, et que, je cite de nouveau, notre politique vise à ce qu'il y ait une séparation des peuples, des cultures, des mondes, qui se ressemblent, s'assemblent. Fin de citation. Il a fait remarquer que ce que Vojkan faisait, et je cite encore, si cela était mené par une institution étatique, nous serions accusés de nettoyage ethnique. Fin de citation. Voilà pourquoi, a-t-il expliqué, nous fermons les yeux sur une agence privée qui opère des arrangements privés. Lorsqu'un musulman et une agence privée s'arrange pour que le musulman se rende en Allemagne, personne ne peut nous accuser. Fin de citation. Comme Milovanovic l'a expliqué, les remarques de Karadzic reflétaient son point de vue selon lequel, et je cite, il serait bien d'avoir aussi peu de musulmans que possible en Bosnie-Herzégovine. Fin de citation. Page 25 543 à 545 du compte-rendu. Vojkan continuait d'expulser les musulmans de Bijeljina en juillet 1995 et au lieu d'être puni pour ses crimes, il a été remercié publiquement par Karadzic. Page 15 712, 713, 715 du compte-rendu d'audience. Et enfin, les enquêtes sur les camps. Karadzic cite 3 commissions, entre guillemets, qui ont été créées en août 1990 pour
voir ce qu'il se passait dans les centres de détention pour prouver qu'il avait pris des actions fermes et responsables pour protéger les citoyens d'une autre nationalité, différentes nationalités entre guillemets, paragraphe 586 et suivant. En fait, il ne mentionne pas que malgré de nombreuses informations montrant l'incarcération et le traitement de civils non serbes avant cela, ces commissions n'ont pas été créées avant que les crimes des camps n'aient été révélés au monde la première semaine du mois d'août 1992. La défense affirme au paragraphe 614 que ces rapports, et je cite, ont façonné l'état d'esprit des autorités républicaines, fin de citation, et que leur réaction était l'élément matériel, fin de citation. Ces rapports peuvent vous dire énormément de choses sur l'état d'esprit et peuvent en soi constituer un élément matériel, parce que face à cette conscience qui existait depuis longtemps et qui montrait que les civils étaient incarcérés dans des conditions déplorables, mais déclenchés par le fait qu'ils aient été pris la main dans le sac, ces rapports montrent que Karadzic n'a pas essayé du tout d'identifier les auteurs de ces crimes, mais en fait qu'il avait maintenu ce climat d'impunité pour les crimes contre les non-serbes, et que donc, là, il illustre encore une fois son intention partagée de commettre ces crimes. Le rapport de la commission du CSB du 18 août, pièce D 470, produit en 3 jours, résume les rapports des chefs locaux du SJB, les auteurs des crimes de la commission, qui étaient censés enquêter. Par exemple, Drljača à Prijedor, pièce D 470 ou 70, page 27 à 33, ou Vucinic à Sanski Most, pièce D 470, page 14 à 16. Et effectivement, la commission composée de 4 hommes incluait un représentant du CSB de Banja Luka qui avait aidé à mettre sur pied des équipes d'interrogatoire qui opéraient à Omarska, et 2 personnes qui travaillaient à Omarska, l'un qui supervisait et l'autre qui menait les interrogatoires, Mijic et Rodic. Voir pièce P 2640, page 1 et pièce P 6536, page 3. Rappelez-vous qu'il s'agit là du camp où le commandant avait admis qu'il avait entendu les hurlements des détenus qui étaient en train d'être roués de coups pendant les interrogatoires quotidiens. Compte rendu, page 44225 et 241. Cela ne ressemble même pas de loin à une enquête indépendante que les autorités responsables entreprendraient. Le rapport de la commission gouvernementale du 19 août, pièce P3549, comprend 8 pages qui traitent à la hâte de 6 centres de détention. Les conclusions sont tellement divergentes des informations déjà à disposition des dirigeants des Serbes de Bosnie, découlant de sources internes et externes, que son objectif unique et évident était de servir de mise en scène. S'agissant du 3e rapport de la commission, de la fin août, pièce D 3109, on n'essaye même pas là de montrer qu'il y a une enquête sincère, comme vous le voyez en jetant un œil à ce rapport qui a été produit par Avlias. Le voici, c'est le rapport sur les crimes dans les camps. Entre-temps, les survivants d'Omarska ont été transférés à Tornopolie pour expulsion imminente ou transférés au camp de Manjača. Et lorsque les représentants officiels de Manjača ont remarqué le grand nombre de détenus qui étaient simplement des civils et la pression du CICR pour entrer dans le camp, Karadzic leur a dit « Prenez les types qui sont trop malades, cela attirera l'attention de la communauté internationale et évacuez-les. » Vous retrouverez cela au paragraphe 536 du mémoire de l'accusation dans le résumé sur Banja Luka, paragraphe 9. Et les autres périssaient pendant ce temps-là. Autre indicateur de l'intention partagée de Karadzic, la promotion et la récompense des auteurs des crimes qui ont participé au plan commun. La défense affirme qu'il n'y a pas de preuves montrant que Karadzic savait qu'un crime était commis et il a promu, félicité ou récompenser l'auteur.
En fait, le président Karadzic savait à peine qui il promouvait. Paragraphe 1335. Cette allégation fallacieuse ignore, entre autres, les éléments de preuve attestant de promotions multiples ou félicitations de la part de Karadzic de personnes dont les agissements criminels étaient bien connus. Ces personnes étaient Voican, Drliacha ainsi qu'Arkan. Les agissements criminels notoires d'Arkan et de ses hommes ont été confirmés par des témoins à charge et à décharge. Page 34 700 du compte-rendu par exemple, ou encore 1513 et 46 386. Comme nous en avons discuté tout à l'heure, lorsque Karadzic a ramené Arkan en Bosnie-Herzégovine en 1995, Mladic l'a informé qu'Arkan avait liquidé un certain nombre de citoyens musulmans fidèles. Cependant, Arkan et ses hommes se sont alignés devant la ville, devant l'hôtel de ville à Bielina, et Karadzic leur a remis un prix pour leur réussite et leur a dit, je cite, « Je suis extrêmement reconnaissant et je vous félicite. Vous aurez toujours une place dans le cœur de ceux que vous avez défendus. » Fin de citation, pièce 28-58. Juste un an après le massacre de Gorichanskesi et son maquillage ultérieur, Drliacha a été promu et ses subordonnés ont reçu les félicitations de Karadzic, qui était représenté par Subotic lors de la cérémonie. Pièce P42-61. 68 of our brief. In the face of Tel que discuté ou mentionné au paragraphe 568 de notre mémoire, face aux éléments de preuve écrasants des crimes commis par l'armée et les autorités civiles, lors d'une séance de l'Assemblée en janvier 1994, Karadzic a annoncé, je cite, « Contrairement à tous les mensonges et les calomnies de la communauté internationale, l'armée serbe a maintenu ce caractère chevaleresque et son honneur militaire. » Fin de citation, pièce 55-25, page 10. Et il a continué en décernant des prix à des personnes qui avaient participé à la mise en œuvre du plan commun. Ces personnes incluaient notamment Stanislav Galic, Radislav Krstic, Rajko Kusic, Svetozar Andrić, Milenko Jivanovic, Nedjeljko Rachula, les Panthères de Mauser, Miroslav Deronic, Radoslav Berjanin. Tout cela est repris au paragraphe 567 et 568 du mémoire de l'accusation. Pour illustrer plus avant l'intention partagée de Karadzic, il a continué à se fonder sur ces personnes, à se reposer sur ces personnes pour effectuer ses politiques, voir paragraphe 569 de notre mémoire. La défense avance au paragraphe 1339 que, je cite, le président Karadzic n'aurait pas ordonné une application stricte des règles du droit international des lois de la guerre, ni aurait sanctionné des personnes qui avaient violé ces règles et parallèlement décoré les auteurs de crimes. Fin de citation. En fait, comme nous l'avons vu, les personnes qui ont violé le droit international n'étaient pas soumises à des sanctions de la part de Karadzic ou les membres de l'entreprise criminelle commune. Ce qui montre la nature superficielle de ces ordres pour pouvoir répondre aux normes du droit international humanitaire. Au lieu de punir, il a félicité, récompensé les auteurs, ce qui prouve son intention par rapport à ces crimes. J'aimerais à présent, Monsieur le Président, passer à un autre sujet, la prise d'otage. Le chef 11. Tel que décrit au paragraphe 1102 à 1107 de notre mémoire, du 26 mai 1995 au 19 juin 1995, Karadzic et d'autres membres des dirigeants serbes de Bosnie ont pris en otage plus de 200 membres du personnel des Nations Unies pour empêcher les frappes aériennes de l'OTAN de continuer. Et en fait, la défense concède que Karadzic avait convenu que le personnel des Nations Unies devrait être détenu à l'aube des frappes aériennes, paragraphe 3354. Cependant, la défense fait valoir, et cela est inouï, que Karadzic n'avait jamais convenu que ces menaces devraient être faites à l'encontre du personnel des Nations Unies détenu, paragraphe 3354. Il s'agit d'un exemple clair du révisionnisme de Karadzic. Le jour où le personnel des Nations Unies a été capturé, Mladic a menacé le commandant Rupert Smith de la Fort Pronu de les abattre à la télévision, sauf si les attaques de l'OTAN cessaient. PSP 2286, page 4. La Fort Pronu
s'est entendu dire qu'un observateur des Nations Unies serait abattu pour chaque bombardement supplémentaire de l'OTAN. Sur les ordres de Karadzic, ils ont été utilisés comme boucliers humains, menottés dans des sites cibles et des images ont été diffusées au monde entier. Je cite là la pièce P2268, page 4, la pièce P5013, page 2. Nous pouvons revenir sur certains propos qui ont été mentionnés lors de ces séquences vidéo. Je parle de la pièce P2024. Note des interprètes, les interprètes n'ont pas reçu la retranscription de cette séquence vidéo. It was a time of humiliation for the United Nations. UNMO's UN military observers were held chained and padlocked by the Serbs to points of strategic importance. This pole to an observatory and a Ghanaian to a bridge telling his captors what they wanted to hear. Séquence vidéo. Aujourd'hui, nous, observateurs des Nations Unies, avons vu que des avions de l'OTAN ont bombardé plusieurs cibles civiles et que plusieurs civils ont été tués. Cela est très mal, c'est un crime contre l'humanité. Nous, observateurs des Nations Unies, en appelant à l'OTAN, en particulier Rupert Smith, pour qu'il sache que nos vies sont en vie. 3 officiers des Nations Unies ont été attachés et menottés à des poteaux dans le dépôt d'armes que l'OTAN a attaqué. On les a utilisés comme boucliers humains. 6 autres observateurs militaires sont détenus dans des circonstances similaires. Nous confirmons que nous attendons le général Smith et sa confirmation du fait que le bombardement s'arrêtera. Observateur des Nations Unies, si le bombardement reprend, j'ai reçu instruction de vous dire que nous mourrons pour la cause de l'OTAN. Soldats serbes de Bosnie. Il s'agit ici d'un soldat serbe de Bosnie à l'appareil. 3 observateurs des Nations Unies se trouvent sur le site de l'entrepôt. S'il y a d'autres bombardements, ce seront les premiers à partir. Fin de la séquence vidéo. Monsieur Tiger, nous avons entendu les otages qui ont fait des déclarations forcées. Nous avons entendu 2 de ces otages. Pièce P2525, page 8, page du compte-rendu 11126 à 33. This was classic hostage taking. Il s'agit là, Mesdames, Messieurs les juges, d'une prise d'otage classique, purement et simplement. Le 3 juin, Finkovic et Krajičnik ont discuté de l'objectif qui sous-tendait cette prise d'otage. Krajičnik a confirmé « Oui, nous le faisons, nous avons une méthode excellente ». Je cite là, « Nous avons toujours un atout dans notre manche ». Karadzic était non seulement conscient et complice de la menace vis-à-vis des otages, il a participé directement au risque encouru par les otages. L'affirmation de la défense en vertu de laquelle Karadzic pensait et ordonnait au personnel des Nations Unies qui étaient de combattants qu'ils seraient détenus de façon légitime comme des prisonniers de guerre et ne pas maltraités alors qu'ils étaient en détention. Paragraphe 3365 est manifestement indéfendable à la lumière du fait, premièrement, que Karadzic a personnellement approuvé l'emploi des otages en tant que bouclier humain, P2136, page 2, directement et en plaçant délibérément les otages et les mettant en danger alors que les frappes aériennes se poursuivaient encore. Le conseiller de Karadzic et son porte-parole, Zametica, à propos duquel Karadzic a dit « Il parle en mon nom », P5607, page 7, et qui a été cité par la défense pour étayer la proposition suivante. Aucune menace à l'encontre du personnel des Nations Unies n'avait été envisagée. A été cité par Reuters en disant le 26 mai
le jour où les premiers otages ont été pris, que si l'alliance de l'OTAN souhaite continuer ses frappes aériennes, dans ce cas, il va falloir tuer les troupes onusiennes ici sur le terrain. P 6474. Le même jour, Zametitsa s'est rendu au mont Yahorina, au dôme qui abritait le Rador, où Rechner et d'autres otages ont été menottés, alors que Rechner lui a demandé d'expliquer aux observateurs militaires des Nations Unies les mauvais traitements. Zametitsa a répondu, écoutez, les temps ont changé. P 2170, paragraphe 47. Plus tard, ce jour-là, Zametitsa a déclaré à la radio bosno-serbe que dans le cas où il y aurait des attaques aériennes quelque part en RS, la RS traiterait l'ensemble de la force prenu, tout son personnel, comme des ennemis. Fin de citation. Et que même si jusqu'à présent les bosno-serbes ont fait preuve d'une certaine retenue, si les attaques se poursuivent, nous irons plus loin. D 1055, page 5. En outre, la défense a fait valoir que Karadzic n'a pas fait en sorte que la poursuite de la détention du personnel des Nations Unies dépende de la cessation des frappes aériennes, ce qui a été démontré est faux. Paragraphe 3359. Comme l'admet la défense, paragraphe 2722, avant la prise d'otage, Karadzic a menacé l'OTAN que si elle poursuivait ses frappes aériennes, les forces onusiennes seraient attaquées ou en tout cas détenues. P 2265, page 3. Le 25 mai, Karadzic a ordonné à Milovanovic d'activer ses décisions du commandement suprême des années précédentes et, je cite, d'arrêter tout élément étranger sur le territoire de l'ARS et de le traiter comme du personnel militaire et considérer qu'il s'agissait de prisonniers de guerre et qu'il fallait les détenir comme en tant qu'otages jusqu'à la fin de la guerre. Dès 2149, pages 56 à 57. Après avoir ordonné au personnel pris en otage, suite à une publicité très importante entourant l'emploi des otages ou l'utilisation des otages comme bouclier humain et de menaces contre eux, le 29 mai, Karadzic, de façon explicite, a déclaré que leur remise en liberté était hors de question, à moins que le Conseil de sécurité n'abolisse, entre guillemets, le recours à la force. P 5626, page 2. Le même jour, Karadzic a écrit au secrétaire général en exposant ses exigences et s'il s'agissait d'empêcher toute escalade à l'avenir, cela signifiait que les Nations Unies devaient fournir des garanties et que les Nations Unies et l'OTAN n'allaient plus recourir à la force. P 5015. Dans une conversation interceptée le lendemain, P 5607, Karadzic était d'accord pour dire que sa décision consistait à détenir les otages entre guillemets, jusqu'à qu'une solution finale soit trouvée. Le 1er juin, encore une fois, il a menacé publiquement en public qu'il y aurait une escalade et des représailles serbes si les Nations Unies ordonnaient davantage frappes aériennes de l'OTAN. Dès 10506, page 2. L'objectif manifeste de la détention était de contraindre l'OTAN de s'abstenir de la poursuite des frappes aériennes, tel que décrit au paragraphe 1108 du mémoire de clôture de l'accusation. Karadzic a participé de près à la prise d'otages du début à la fin. Il a ordonné la prise d'otages, il a publiquement déclaré qu'il les changeait d'endroit, qu'il changeait souvent le lieu de détention des prisonniers et a averti que toute tentative consistant à vouloir libérer les otages par la force constituerait un massacre et qu'il n'y aurait qu'une résolution politique à cette question. Il a approuvé un ordre de la VRS de placer les otages à des lieux, à des endroits qui constituaient des cibles potentielles pour prévenir toute frappe aérienne et à contrôler la libération des otages en donnant des ordres sur leur libération à différentes étapes. Étant donné la participation de près de Karadzic dans l'ensemble du processus, il n'est pas crédible d'imaginer qu'il n'était pas au courant ou qu'il n'appuyait pas ces menaces qui étaient proférées par ses subordonnés au sein de la VRS. Effectivement, il a confirmé sa participation et son soutien aux actions de la VRS après cette vidéo sur les otages. P5026. La partie de la vidéo n'a pas été précisée par M. Tiger. Avec le recul, c'était certainement une très grave erreur que d'avoir permis à notre peuple de capturer des soldats des Nations Unies.
que l'ensemble du monde puisse voir ces hommes enchaînés, masqués, et d'autres hommes qui pointaient leurs fusils sur leur tête. C'était une chose terrible, n'est-ce pas? C'était une erreur, très grande erreur. Karadzic, effectivement, une erreur donne lieu à une autre erreur, et une décision drastique provoque une autre réaction drastique. Il faut comprendre qu'il s'agissait d'une réaction et non pas d'une action, que nous étions sans espoir et impuissants. Nous devions faire quelque chose de très drastique pour empêcher toute attaque à l'avenir et pour montrer à la communauté internationale que nous étions coincés et prêts à nous défendre par tous les moyens. Karadzic a poursuivi dans son interview qu'il insistait pour dire que le commandement suprême, qu'il était en charge du commandement suprême et qu'il était derrière tout ce que faisait l'armée. Après avoir clairement indiqué à l'époque que ses forces étaient prêtes à se défendre par tous les moyens et qu'il fallait prendre des mesures très drastiques, ces propos lui étaient attribués. Karadzic, encore une fois, tente de façon fallacieuse d'écarter sa responsabilité. Messieurs les juges, avant de conclure au titre du chef 11, je souhaite faire quelques commentaires sur des questions de droit. Paragraphe 2737, le président en instant. Je vais demander au greffier si nous pouvons encore poursuivre aujourd'hui. Le président, nous allons poursuivre pendant 10 minutes encore aujourd'hui. Au paragraphe 2737 à 2742, Karadzic répète ses arguments qui ont été régulièrement rejetés par cette Chambre et récemment par la Chambre d'appel. Au paragraphe 19 à 20, concernant la décision au titre de l'article 98 bis. Karadzic reconditionne simplement son argument en indiquant que les détenus n'étaient pas protégés parce qu'il s'agissait de prisonniers de guerre et ignore le fait qu'ils ont été menacés de mort ou pouvaient être blessés. À la question numéro 12, Madame, Messieurs les juges, vous avez demandé à l'accusation de répondre à l'affirmation de la défense indiquant qu'il n'y a aucune source de droit permettant de dire qu'une violation préalable du droit justifie une représailles et qu'il doit s'agir dans ce cas-là d'une violation de jus in bello et que, deuxièmement, les représailles ne signifient pas qu'il y a eu des actes commis contre les personnes détenues. Messieurs les juges, l'affirmation de la défense est une erreur. Le premier élément de représailles exercé par des belligérants a été énoncé par la Chambre d'appel dans l'affaire Martic, paragraphe 263. Ceci exige une violation préalable du droit international humanitaire. L'argument de Karadzic au paragraphe 2750 reflète un malentendu des termes employés en droit international et le rapport entre ces termes. Les trois termes de loi du conflit armé, de droit international humanitaire et de jus in bello sont interchangeables. Lorsque Karadzic fait remarquer au paragraphe 2750 que, je cite, le libellé des éléments présentés dans les affaires Martic et Koprecic s'applique aux violations antérieures du droit du conflit armé, il ne comprend pas que ceci signifie également qu'il y a violation préalable du droit humanitaire international ou jus in bello, ce qui est différent en termes de droit et du recours à la force et jus ad bellum. Donc il y a un malentendu au niveau terminologique, il faut le corriger et dans ce cas, les prémices de Karadzic s'effondrent. En outre, l'accusé n'a pas clairement défini sur quoi il se fonde lorsqu'il présente sa défense en parlant de représailles contre violation de jus ad bellum. Par exemple, lorsqu'il place dans son contexte et qu'il cite les manuels militaires sur lesquels se repose l'accusé, ceci ne permet pas de trouver un fondement pour des représailles en réponse à jus ad bellum lorsqu'il y a violation ou en d'autres termes de représailles en guise de défense et dans certains cas les interdit de façon explicite. De toute façon, s'il y a des représailles à titre défensif, il doit y avoir un fondement juridique permettant de dire qu'il y a violation de jus in bello et que cela n'est pas pertinent face à l'accusation de prise d'otage dans ce cas, parce que les conventions de Genève et le droit international coutumier interdit les représailles contre toute personne détenue. Le principe fondamental qui sous-tend le droit de la guerre est celui de la distinction. Les conventions de Genève de 1929 et les conventions de Genève interdisent les représailles contre toute personne hors de combat. Le
précision, les conventions de Genève, articles 13 et 33, et les 3e et 4e conventions de Genève, et l'article commun numéro 3. Le droit international coutumier, l'étude du droit international coutumier du CICR, volume 1, pages 519 à 520, interdit toute représaille de quelque forme que ce soit contre les personnes hors de combat. L'absence d'une interdiction générale au niveau de l'article de la protocole additionnel 1 n'est pas pertinent. Pour autoriser de représailles contre des personnes pour quelque raison que ce soit, cela sape l'ensemble de la structure ou du fondement même du droit international humanitaire. Même si on admet l'affirmation de Karadzic en vertu de laquelle le personnel des Nations Unies était des prisonniers de guerre, ce que n'accepte pas l'accusation, l'article 13 de la 13e Convention de Genève déclare de façon expresse que les mesures de représailles contre des prisonniers de guerre sont interdites. Le droit sur ce point est tout à fait clair. Les représailles sont interdites contre des détenus. En conclusion, la prise d'otage effrontée par Karadzic lorsqu'il a pris en otage les membres des Nations Unies, lui et les autres membres de l'entreprise criminelle commune, en les menottant et en les plaçant à des endroits où ils constituaient des cibles potentielles et des boucliers humains, les soumettant à des violences, sont des éléments qui permettent de prouver qu'en mai 1995, Karadzic et les autres membres des dirigeants bosno-serbes estimaient qu'ils étaient au-dessus de la loi. Monsieur le Président, je vois que nous sommes à l'heure où il nous faut terminer. Je suis disposée à répondre à certaines de vos questions si vous le souhaitez. Le Président, merci. Nous allons poursuivre demain matin à 9h. Peut vous lever.